Bonjour à tous. Fais de ton corps une machine, de ton cerveau une arme, de ton cœur un art, de ta vie une œuvre. Cette citation vient d'un homme qui a su faire de son art un outil de résilience. Son art, c'est la danse. La danse pour aider un corps qui a souffert, un corps qui a été meurtri, un corps qui a été blessé dans sa chair. Alors attention, cet homme déterminé n'a pas de solution miracle ou de baguette magique, non. Il partage sa passion pour redonner confiance à celles qui l'accompagnent dans leur souffrance. Cet homme écoute les corps, écoute leurs cris, même les plus enfouis. Mais la question que je me pose est, peut-on considérer la danse comme un remède, une thérapie contre les blessures de la vie ? Pourquoi pas ? Mais de là à soigner la tête d'un corps blessé, mais alors comment cet homme dont je vous parle depuis le début y arrive ? Peut-être parce que le fil conducteur de son art est la danse traditionnelle congolaise. Une danse qui permettrait d'exprimer au mieux son énergie, sa force. Une force dédiée à ceux qui souffrent ? Ou tout simplement parce que cet homme sait pertinemment que, comme le disait Aragon, l'avenir de l'homme et la femme, elles ne pourront rien faire sans des hommes aimants et respectueux, comme l'homme dont je vous parle depuis le début. Cet homme, c'est mon invité. Boléwa Sabourin, bonjour. Bonjour. Alors, cet homme extraordinaire dont je parle depuis le début, dont je vante les qualités, c'est bien vous. Et je suis très heureux que vous ayez accepté notre invitation parce que je le disais en préambule, vous avez dédié votre art au corps meurtri, au corps douloureux. Vous êtes chorégraphe, danseur, vous avez créé l'association Loba, co-créée. Je sais que vous aimez, qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là. Mais avant de parler de toutes les personnes que vous avez rencontrées, des gens qui vous ont orienté, je pense à une personne en particulier, le docteur Mukwege, dont on va beaucoup parler. J'aimerais juste savoir, vous, la danse, elle vous a réparé en quoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous ? Vous, l'exilé, vous, le jeune homme de 33 ans, vous, le jeune papa, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Déjà, vous l'avez dit, elle m'a apporté mon fils. Aujourd'hui, c'est grâce à la danse que j'ai cet enfant, parce que j'ai pu rencontrer ma femme dans cette association qu'on a cofondée avec William Jaboum. Ma femme partageait, elle est victimologue, et donc du coup, elle travaille sur l'expression des femmes et des victimes en général. Donc déjà, la danse m'a apporté ça, mais après, plus précisément, elle m'a apporté juste le fait de garder la tête hors de l'eau lorsque tout nous tombe dessus. Et puis, j'aime à dire que la résilience, c'est savoir danser sous la pluie. Donc la danse m'a permis de danser sous la pluie, c'est-à-dire de rester en mouvement malgré les aléas, malgré les difficultés de la vie. Et puis, elle m'a permis aussi de gagner en confiance et d'être socialement beaucoup plus accepté, c'est-à-dire que lorsque je dansais, personne ne pouvait savoir que je vivais tout ça, mais les gens m'applaudissaient pour le spectacle, la performance, et je recevais de l'amour et pourtant, moi, ce que j'exprimais, c'était de la douleur et de la difficulté. Donc la danse m'a vraiment permis justement d'exprimer cette douleur et cette difficulté qui n'était pas entendable avec les mots, et de l'autre côté, de trouver des récepteurs qui allaient me renvoyer l'amour dont j'avais besoin pour pouvoir rester en vie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Loba et qui ne connaissent pas votre travail, il y a un néologisme que vous utilisez que j'aime beaucoup. Vous vous considérez comme un artiviste. Un artiviste, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre art au service des autres et vous essayez de faire bouger les lignes grâce à votre art. Et quand, en préambule, j'expliquais que vous êtes là pour aider les corps meurtris, il faut peut-être expliquer ce que fait Loba et quelle est la démarche de Loba. Je vous laisse le faire. Totalement. Merci beaucoup de rappeler ce néologisme, l'artivisme, qui est vraiment l'art au service de la cité. Et l'art au service de la cité, c'est la baseline de Loba, qui a été créée en 2008 par William Jaboum et moi-même. William Jaboum est docteur en économie et on s'est rencontrés dans un cours de danse. Et du coup, en fait, nous tout de suite, on n'avait pas les mots. On venait lui pour lui du Cameroun et du 93, moi du Congo, de La Rochelle, mais aussi du 5e arrondissement de Paris. Le 5e et 93, c'est pas la même. Hein, mais du coup, la rencontre faisait qu'on avait des choses contraires et en même temps, on avait un besoin de s'exprimer. Et Loba veut dire parle en lingala, qui est une des langues des Congos et particulièrement de la République démocratique du Congo. Et donc, du coup,
à travers cette association, au début, on a vraiment juste fait des spectacles pour rassembler les gens et parce qu'on avait un besoin de pouvoir croiser des univers que nous, on croisait individuellement, mais qu'on ne croisait pas collectivement. Grâce à la danse, vous avez ouvert des portes. Grâce à la danse, on a pu ouvrir des portes et on a pu aussi créer de la mixité ethnique, sociale, ici, là où on se trouve. Et donc, ça a été le point de départ. Et puis, à partir de la rencontre avec le docteur Mukwege, dont vous avez parlé... Qui est le docteur Mukwege? C'est un Congolais, comme vous d'ailleurs. C'est ça. Il est obstétricien. Il est gynécologue obstétricien et prix Nobel de la paix en 2018. Absolument. Il répare des femmes qui sont victimes de viol comme arme de guerre. Donc, il est chirurgien et il répare l'appareil génital de ces femmes qui ont été meurtries dans leur corps, dont des milices se sont attaquées afin de les faire fuir et de faire fuir les populations et de récupérer les terres où elles vivent pour y mettre des carrières minières. Ces carrières minières vont récolter le coltan. Le coltan, c'est un minerai qui permet de créer des condensateurs ces condensateurs vont être dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs. Oui, c'est un métaux rare. C'est un métaux très très rare. 80% de la richesse mondiale de coltan se trouve à l'est du Congo, là où vivent ces femmes. Donc vous voyez que vraiment ce docteur se trouve au départ de quelque chose et en fait, quand il voit ces horreurs-là, il sait qu'il a en face de lui toute une révolution numérique et des femmes qui vont être violentées quotidiennement. Et aujourd'hui, il y a plus de 1400 viols qui se passent chaque jour au Congo. Comment vous l'avez rencontré? Dans quel cadre vous l'avez rencontré? Et pourquoi cette rencontre a déclenché chez vous cette envie d'apporter votre discipline, la danse, pour accompagner en fait son travail? Lui, il répare les femmes. Vous faites quoi? Alors, quand le docteur Mukwege est venu à Paris en 2016, il faisait une conférence le 8 mars et moi j'y suis allé juste pour l'écouter et ses propos étaient si éloquents que je lui ai dit, j'ai levé la main et je lui ai dit: docteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile, sachant que moi je suis un pauvre jeune homme d'une trentaine d'années qui est danseur, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? Il est venu à la fin, il m'a dit: faites-moi un projet. Et donc tout de suite, et pendant son discours, il disait que les femmes avec qui il travaillait avaient moins l'habitude de pouvoir s'exprimer en tête-à-tête comme on peut le faire ici en Occident, mais plus grâce à la danse et au chant. Et là, ça a fait tilt, parce que moi, comme je disais, la danse m'a été utile pour pouvoir exprimer des douleurs dont je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et donc, je lui ai fait un projet où on allait danser tout simplement avec les femmes. Et donc, dans quel but? Dans quelle perspective? Dans le but de pouvoir libérer justement ces mots MAUX avant de libérer les mots MOTS. Alors, dans l'émission, on a souvent un fil rouge. Et là, le fil rouge aujourd'hui, c'est Anne-Marie Sudry, qui est psychanalyste, et à qui j'ai posé la question que vous êtes en train d'énoncer. Je lui ai demandé si on pouvait soigner la tête en prenant soin de son corps, donc en faisant attention à son corps, comme par exemple avec la danse. On écoute sa réponse et on se retrouve après. Réfléchir, modifier l'estime de soi, l'expression corporelle peut être une solution quand il est difficile de parler avec des mots. Pour exemple, certaines jeunes filles victimes de viol, de violence, habitent un corps qu'elles détestent. Elles ne peuvent rien en dire pourtant, car il est vrai que parfois, évoquer un traumatisme est insupportable et la parole ne peut pas être forcée. L'expression corporelle peut permettre de sentir autrement son corps, que ce ne soit pas qu'un corps victime, mais un corps plein de ressources, de talents, un corps que l'on peut mettre en scène dans un langage de gestes, un corps sur lequel des regards bienveillants se poseront. Je vous voyais acquiescer à ce qu'elle était en train de dire, c'est ça? À 200%, vraiment. Je suis totalement d'accord avec elle dans le sens où on pense souvent que lorsqu'on est victime de tout type de trauma, mais en l'occurrence dont elle parlait de viol et de violence, on pense souvent qu'il n'y a que la tête il faut réparer la tête, mais il n'y a pas de tête sans corps. Et il n'y a pas de corps sans tête. Et donc, du coup, il faut travailler dans cette relation entre le corps et la tête. Et en fait, par exemple, pour la question du viol, on va passer par le corps
pour soumettre l'esprit. Lorsque la personne va essayer d'entrer dans ce corps, il va soumettre l'esprit et l'esprit va se bloquer de manière à protéger la personne. Mais le corps, lui, peut même ressentir du plaisir dans cette soumission physique. Et une fois que la personne a terminé, est partie, derrière, quand l'esprit peut faire complètement blocage et ne plus s'en souvenir, mais par des brides, parce que le corps a été touché, a été meurtri, eh ben, il peut y avoir comme ça des réminiscences, des ressurgissements. Une braise sur laquelle on souffle. Qui va petit à petit réveiller cet esprit qui était dans le déni pour protéger, mais qui va revenir tel un boulet de canon. Et c'est là où il est important, du coup, de repasser par ce corps qui a été meurtri pour justement permettre à l'esprit de pouvoir se libérer et pouvoir apprendre. Alors, nous, dans notre cas, autant le docteur répare physiquement des corps parce qu'il est chirurgien, autant nous, on apprend à vivre avec nos traumas. Parce qu'on ne peut pas réparer à moins d'intervenir comme un neurochirurgien. Le docteur Mukwege répare, et c'est la convalescence. Nous, on accompagne. C'est un peu la convalescence. Exactement. On accompagne, on est dans un rapport de complémentarité entre la réparation physique et du coup l'accompagnement à justement pouvoir vivre le monde, ce nouveau monde qui après ce trauma. Question toute simple, si on ne sait pas danser, comment on fait? Alors c'est pour ça qu'on parle de danse, mais parce que c'est le mot le plus simple pour comprendre un corps en mouvement un peu rythmé. Mais nous, on parle surtout de mouvement. On utilise le mouvement pour justement être utile. Donc, à partir du moment où vous savez marcher, à partir du moment où vous savez bouger, eh ben, vous savez danser. La danse n'est pas que l'art de cet apprentissage hyper rythmé, mais c'est vraiment tout le mouvement du corps, de la tête jusqu'aux orteils, qui fait la danse. Donc, nous, notre travail, c'est d'utiliser le mouvement, l'art du mouvement, pour amener le corps à exprimer les traumas. Et puis derrière, on travaille avec des psys, justement, pour permettre cette complémentarité, pour permettre, une fois que la libération du corps s'est faite, eh ben, d'aller chercher les mots qui vont exprimer ce corps meurtri et ces têtes meurtries. Alors, vous n'êtes pas l'homme qui chuchote à l'oreille des corps, mais quand vous avez des jeunes femmes qui viennent et qui ont envie de... Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de pudeur au début, c'est une démarche un petit peu compliquée. De confiance. De confiance. Mais quel est le rôle des familles dans cette démarche justement? Les jeunes femmes viennent seules, elles sont accompagnées. Vous êtes plutôt pour qu'on soit plusieurs à protéger, accompagner, secourir un petit peu la victime, ou c'est quelque chose, le corps, c'est son corps, ça lui appartient, donc c'est quelque chose qu'elle vit d'abord seule, ou c'est à chaque fois différent selon les personnes? Alors, on travaille dans une relation entre l'individu et le collectif. Nos ateliers sont des ateliers de groupe où donc on travaille dans des structures qui accueillent des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, donc, et qui ont tout un parcours de soins, parce que à nous seuls, on ne peut pas aider globalement la personne. Elle a besoin d'un accompagnement psychosocial qui est hyper large. Et nous, on vient compléter un travail qui est déjà fait avec d'autres professionnels. Et on travaille dans le groupe parce qu'on pense que l'individu va alimenter le groupe. L'individu alimente le groupe de par son expression de sa vulnérabilité, que ce soit par le mouvement ou que ce soit par la parole. Et ensuite, le groupe alimente l'individu par les autres exemples. C'est-à-dire que d'autres femmes vont raconter, elles, ce qu'elles ont pu vivre, mais comment elles ont surtout réussi à surmonter les différentes épreuves. Et comme si on venait tout cela mettre dans un même panier, et chacun va piocher dans ce panier ce dont il a besoin pour pouvoir aller mieux en sortant de cet atelier. Donc c'est vraiment un rapport entre l'individu qui s'exprime, qui devient sujet de sa propre reconstruction, et en même temps le collectif qui vient justement redonner à cet individu qui a fait la démarche d'aller vers cette réparation. Là, ce que j'entends, vous me dites, c'est le corps qui s'exprime. Et la parole. Dans un premier, oui. Mais vous, quand vous voyez une personne, une jeune femme, une femme, peu importe, qui arrive et qui est dans ses premiers mouvements, vous arrivez à comprendre
à saisir la gravité de la douleur. À la limite, est-ce que quand quelqu'un bouge, vous savez quelle a été sa souffrance? Moi, mon travail, c'est le corps. Donc, mon travail, c'est de lire les corps. Donc, vous le traduisez, vous l'interprétez. Et donc, j'essaye de le traduire, de l'interpréter, mais il y a des choses qui se voient assez facilement. C'est-à-dire quand des femmes arrivent dans ce cercle, certaines, quand elles viennent, elles sont complètement fermées. Elles sont rentrées. Donc, le corps c'est une posture de sécurité, ça peut-être, non? C'est une posture de sécurité, mais pour ne pas rentrer en interaction avec le monde. D'accord. Et le monde, c'est ce petit groupe, c'est ce cercle dans lequel on est. Et donc, elles sont... Et petit à petit, tout le travail, ça va être par la parole et par le mouvement, d'arriver à petit à petit... reprendre possession de leur corps, et parce que quand elles sont comme ça, c'est inconsciemment qu'elles se positionnent comme ça. Elles se disent pas, moi je veux pas parler, sauf si c'est des enfants mais elles se posent dans cette position parce que inconsciemment elles sont en manque de confiance, elles sont meurtries dans leur tête et dans leur corps, et donc du coup le corps se renferme pour se protéger. Et nous, tout le travail, c'est d'arriver à justement avoir cette posture. Et on le sait, ça c'est une posture de pouvoir. Quand je me tiens comme ça, c'est que déjà j'ai une maîtrise de mon corps, et donc ma tête aussi va mieux s'exprimer, et donc je me maîtrise, je gère la situation. Donc en fait, quand je disais c'est une protection, non, elle se cache. Elles se cachent, elles essayent de s'effacer, elles essayent de vraiment petit à petit de disparaître, même pour ne rien exprimer. Pour ne rien exprimer. Alors justement, on va retrouver notre psychanalyste, et je lui ai demandé si la danse peut être considérée comme une libération de la parole, une expression de la parole. On écoute sa réponse. La danse, on pourrait dire qu'elle permet la libération d'une parole intime. Chaque danseur ayant des perceptions, sensations singulières, ainsi qu'un style particulier. Pouvoir danser, au fond, c'est pouvoir s'autoriser à lâcher des mouvements corporels dans l'espace. C'est aussi se faire confiance, se laisser porter par des rythmes en synchronie avec d'autres. La danse inaugure ainsi un rapport au corps particulier, un rapport au plaisir, un rapport à soi-même. Danser, ce peut être aussi ressentir son appartenance à une communauté, à un groupe de danse qui stimule, qui rassure, qui soutient. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Exactement. Et aussi, autre chose, qu'est-ce qui s'exprime le plus dans les premiers mouvements de danse de ces personnes dont on parle? C'est quoi? C'est la douleur, la honte, l'incompréhension? Quel est le premier cri corporel? C'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise? Le lâcher-prise et le plaisir. C'est les deux. Vous savez, notre projet il s'appelle Recréation. Et en fait, il s'écrit presque comme récréation. Et en fait, c'est ce jeu de mots dans lequel on va, où notre processus s'est passé par la récréation pour aller vers la recréation, la reconstruction. Et du coup, il y a un besoin de lâcher prise, de retrouver du plaisir à la vie, de pouvoir sourire à la vie. Comme je disais tout à l'heure, elles arrivent fermées, mais il y a le visage aussi qui est fermé, il y a les mots, et donc du coup, ça ne sourit pas, ou très peu. Et donc, retrouver une femme qui sort de nos ateliers déjà avec un sourire, eh ben, pour nous, c'est gagné. On sent là déjà une reconstruction, et une confiance en elle et en nous, qui va nous aider à petit avancer au fur et à mesure, séance après séance, dans ce mieux-être, et qui va lui permettre de vivre ensemble. Alors, je le disais en préambule, vous êtes d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo. La danse en Afrique, c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est un des piliers de la culture africaine, si je ne m'abuse. Et justement, il y a un paradoxe avec la perception qu'on a de la danse. Alors peut-être que je me trompe, mais en Europe, on a, ma génération en tout cas, la danse, c'est un art, une discipline élitiste. Ce sont les petits rats de l'opéra, c'est les danseuses étoiles, c'est la prof de danse acariate russe, c'est la douleur, c'est la souffrance, on les voit. C'est un art là où vous vous en servez comme un soulagement, une récréation, une reconstruction, un plaisir. Alors je ne dis pas que la danse classique, telle qu'on la connaît, les petites ballerines, elles ne trouvent pas du plaisir. Mais pourquoi il y a cette distinction aussi marquée entre ces deux cultures, selon vous? En fait, petit à petit, on a dévoué ce qui était la danse à quelque chose d'élitiste.
Donc la première danse, c'est la danse congolaise et après c'est... C'est la danse populaire, on va dire. D'accord. Et en fait, là où l'Afrique a pu garder la danse comme un fait populaire, un fait social, de partage, quelle que soit notre classe sociale, en Europe, on a créé des cases et on y a mis chacun. C'est-à-dire qu'avant, moi, ma grand-mère, à La Rochelle, allait dans les bals populaires. Et dans les bals populaires, on pouvait rencontrer des jeunes hommes, des jeunes femmes qui allaient se tourner autour comme un ballet et pourquoi pas donner vie à derrière des petits rats. Et donc, on a perdu ce fait social en Europe, là où en Afrique, on a gardé ce fait social. C'est vrai qu'en Afrique, on va danser pour un mariage, on va danser pour une naissance, on va danser pour un baccalauréat, mais on va aussi danser pour le décès d'une personne qui nous est chère. Boléwa, je vous coupe parce que justement, on a demandé à notre correspondant au Cameroun, Daniel Adé, de tendre son micro un peu à quelques personnes dans la rue et il leur a demandé ce que représentait la danse. Je vous propose qu'on écoute et ça va exactement dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. On regarde. Des pas de danse de Bikossi esquissés comme ceci font partie du riche patrimoine culturel du Cameroun. Une danse propre au grand ensemble Fambeti qui permet de véhiculer un message. La danse chez nous, c'est une communication, c'est-à-dire qu'on communique avec les gens. Comme chez nous, nous sommes les Kwasio, avec les pygmées et tout, comme ça on danse. Cette danse, comme plusieurs autres en Afrique, permet également, entre autres, de rendre hommage à un être cher disparu, de s'amuser lors des réjouissances ou encore de communiquer avec l'être suprême et les ancêtres. C'est un plaisir pour nous, ça nous fait du bien, ça crée en nous la bonne humeur parce que bon, c'est le Seigneur que nous louons, c'est le Seigneur que nous magnifions. Donc c'est une façon pour nous de le servir. C'est une danse qui transmet un message, surtout aux ancêtres. Non, le Bikossi a une manière de se danser et la manière, ça dépend du rythme. Pour certains en Afrique, la danse permet aussi de se maintenir en forme. La danse, pour nous, c'est le sport. C'est comme un sport en fait. Quand tu danses de ça en forme, ça te libère, ça te procure de la joie. Tu es joyeux de danser ou bien parfois tu veux oublier certains problèmes, tu danses. Parce que quand tu danses, tu te libères. C'est comme tu te seul dans une salle, tu danses, tu penses que tu es seul. Donc ça te permet pas oublier tes problèmes en fait. L'Afrique regorge une diversité de danses, des danses qui ont tous un contexte géographique, historique et social différent. Ce qui est extraordinaire, c'est que simplement le fait de parler de danse apporte de la joie. Exactement. C'est fou quand même. Hein. C'est la projection. C'est la projection de son être en train de danser. C'est là où c'est l'esprit. Vous voyez, la danse, rien que de se projeter mentalement sur le fait de danser et d'être en mouvement, ça apporte de la joie. Mais c'est oser aussi. C'est oser. Parce que oser danser devant les... Alors on danse chez soi, on a tous dansé en écoutant Michael Jackson comme des fous, mais on ne l'aurait jamais refait. Ouais. Il faut avoir... C'est quoi? C'est pas de la prétention, mais c'est un exercice compliqué quand même de bouger son corps devant les autres. Alors quand on est un danseur professionnel, qu'on a un corps superbe, c'est facile, mais pour d'autres, c'est plus compliqué, non? C'est accepter sa vulnérabilité. Et c'est bien le problème aujourd'hui qu'on a. Alors justement, là, vous m'avez devancé, donc je reprends la main, vous ne m'en voulez pas, non, parce que dans votre démarche, il y a vraiment un constat évident. C'est une des premières choses qui m'est apparue, c'est que tout le monde a tendance à oublier, enfin tout le monde a tendance à penser que réparer, c'est bien, mais ne pas avoir à réparer, c'est mieux. Et en ça, c'est l'homme que vous interpellez, c'est le mal, et sa difficulté à repenser sa masculinité. C'est-à-dire que si les hommes se comportaient pas comme ils le font avec ces jeunes femmes, il n'y aurait pas de réparation à avoir. Et vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la place de l'homme, non pas dans le monde, mais vis-à-vis de la femme. Et vous voulez un peu modifier, enfin pas modifier, mais faire admettre à certains hommes
qu'ils ne sont pas supérieurs, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est le point de départ pour ma part. Vraiment, c'est le plus petit dénominateur commun, c'est la domination masculine. Et que si on arrive à sortir de cette domination masculine et recréer une écologie humaine qui soit beaucoup plus respectueuse de chacun et chacune, et ben, à partir de ce moment-là, vous verrez que l'écologie au sens politique dont on l'entend ira beaucoup mieux, l'économie ira beaucoup mieux, la politique ira beaucoup mieux, parce que toutes ces mutations sont le fait justement de la projection des hommes. C'est-à-dire que quand vous prenez une entreprise, elle a été bâtie par des hommes avec leur comportement masculin. Et donc, du coup, tous ceux qui arrivent doivent s'adapter à ce comportement masculin. Et ce comportement masculin, il est fait de violence et il est fait surtout d'invulnérabilité. C'est-à-dire que je me sens tout puissant. Et vous voyez, avec la danse, on ne peut pas ne pas montrer ses émotions. Alors, Boléwa, malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Si on veut aider l'association Loba, si on veut participer à votre engagement, comment on fait? Alors, je sais qu'il y a une série de t-shirts et de sweatshirts qui s'appelle Girl Power. J'en veux un. Donc ça, on les trouve où? Comment ça se passe? Il y a un livre aussi que vous avez écrit qui s'appelle La rage de vivre. Totalement. C'est quoi ce livre? C'est votre biographie? C'est mon autobiographie que j'ai coécrit avec Bala Fofana aux éditions Face Cachée. D'accord. Qui est sorti en 2018 et qui est toujours d'actualité. Et réédité en 2020 avec une préface d'Andrea Bescon qui a réalisé le film Les Chatouilles, je crois. Exactement. D'accord. Donc là, en fait, et en plus, vous me le disiez tout à l'heure en off, c'est un livre qui marche bien. C'est un livre qui marche très bien. J'ai de la chance. Donc, Girl Power, livre, et après, Loba, comment on fait? On vient sur notre site et on nous écrit un mail ou on va sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, re-création by Loba, et ainsi on peut nous écrire et voir avec nous quelles sont les synergies qui peuvent, parce que c'est comme ça qu'on travaille, on essaie toujours de chercher des synergies pour pouvoir aller plus loin ensemble avec d'autres compétences, parce que malheureusement et heureusement, on n'a pas toutes les compétences. Vous voyez, en préambule, quand je disais que vous étiez un homme extraordinaire, j'avais raison. Boléwa Sabouin, merci. Merci à vous, vraiment. Donc, Loba, la danse, la reconstruction, bravo, c'est vraiment... Merci. Bravo, il n'y a rien d'autre à dire, bravo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+, et comme d'habitude, vous le savez très bien, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine, au revoir.